Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le podcast de Case en Case, le podcast manga et animation japonaise, mais pas que. Et aujourd'hui, on se retrouve avec deux invités de marque comme d'habitude, Julie et Thomas, pour parler de Made in Abyss, qui est un manga, je pense pour nous trois, un manga coup de cœur. Julie, si je me trompe pas, c'est aussi ton cas. Oui. Et Thomas? Évidemment. Donc on va un petit peu discuter autour de ce manga et essayer de répondre à la question est-ce que Made in Abyss est trop cruel? Alors pour ceux qui n'ont pas lu Made in Abyss, évidemment il n'y aura pas de spoil au début de l'émission, on va discuter un petit peu autour de l'œuvre et de tout ce qui l'entoure pour vous donner un petit peu envie de vous plonger dedans, parce que je pense que c'est une œuvre qu'il faut découvrir ou qu'il faut voir ou lire, ça dépend du médium que vous préférez, au moins une fois dans sa vie, même si vous n'accrochez pas. Et ensuite, il y aura une deuxième partie dans l'émission où on spoilera un peu plus pour essayer de répondre à cette question. Ah, je vous propose de faire un petit récap de l'actu récente du manga. Est-ce que vous avez vu la grosse sortie du mois d'octobre, parce qu'on enregistre en octobre 2021, début octobre, et là actuellement il y a un petit peu un phénomène qui logiquement on le voit partout. Alors je sais pas comment ça se passe par chez vous où vous habitez, mais en tout cas moi dans ma région il y a quelques affiches et j'avoue que la plupart des magasins type Fnac, Cultura et compagnie mettent énormément en avant Kaiju Number 8 ou Kaiju numéro 8 ou Kaiju 8, ça dépend ce que vous dites, comment vous le voyez. Est-ce que vous l'avez lu? Est-ce que c'est un manga qui vous attire, Thomas, pour commencer? Ben moi, j'ai pas encore lu, mais je vois beaucoup de pubs, même sur les réseaux, ça parle tout le temps. Je pense que je vais bientôt me lancer parce que déjà le dessin, ça a l'air déjà incroyable. Et aussi l'histoire m'a l'air aussi très originale, pas trop shonen basique à première vue. Donc, est-ce que la pub, enfin l'énorme communication qu'il y a eu autour, c'est un truc qui t'a poussé à acheter ou juste le fait d'avoir vu le dessin, de voir de quoi ça parle, ça t'a un petit peu boosté à faire ça? Oui, bien sûr, je pense que c'est l'aspect qui m'a le plus influencé. Et toi, Julie? Moi, je l'ai pas encore lu, je l'ai même pas encore acheté, mais j'avais eu un extrait avec Mashal et j'avoue, j'ai été un peu conquise. Je pense que je vais vite aller me l'acheter et le lire parce que ça m'a l'air très très sympa. Ouais, moi, je l'ai lu, je le lis en scan sur Manga Plus maintenant, qui est la plateforme légale de chez Shueisha. Parce qu'à chaque fois, je fais un petit mot sur les scans, comme quoi faut aller sur Manga Plus, etc. Vous lisez des scans ou pas tous les deux? Juste pour information. Pas du tout. Moi, je commence tout le temps, perso, à lire des scans, et si je suis intéressé, j'achète les mangas. Par Ok. exemple, pour One Piece, au début, c'était scan, et maintenant, je suis avec les mangas. Bon, on est un peu préparé sur ce truc-là, parce que les scans, il faut savoir que la plupart des sites sont totalement illégaux. Avant, il y avait Manga Plus en anglais, maintenant c'est en français, donc profitez-en. Certes, c'est que les trois derniers chapitres. Maintenant, c'est aussi un moyen d'être à jour pour ceux qui suivent les parutions françaises. Et, enfin, honnêtement, je pense que c'est pas plus mal d'avoir fait ça. Maintenant, il faut savoir que le scan reste illégal, mais en tout cas pour Kaiju, moi j'ai lu un scan et c'est vrai que je m'attendais pas à autant de communication de la part de Kazé. C'est ça, c'est Kazé qui a Kaiju, si je dis pas de bêtises. Il me semble. Ouais, je m'attendais pas à autant de communication. Et on voit que c'est un titre qui ils ont envie que ça devienne le prochain, enfin le prochain, que ça prenne la succession un petit peu de la hype, Jujutsu, Tokyo Revengers et cetera qu'on a en ce moment et j'espère pour eux parce que le manga est très, très bien. Maintenant, je doute un peu de la pérennité, de l'opération vu que comme c'est un chapitre toutes les 2 semaines et que je crois que dans le manga il y a 6 chapitres, ça veut dire on aurait un manga tous les 6 mois peut-être, au moins. Et je pense que vu que maintenant on aime bien avoir tout très vite. Bon, c'est pas le cas de Made in Abyss, hein, parce que si Bon, Made in Abyss, c'est un chapitre tous les 3 mois, si je dis pas de bêtises. ça Je dépend, même si... je crois que c'est un tome par an avec la maison d'édition. On en parlera après, même au Japon. Mais en tout cas, voilà, nous on s'en moque parce qu'on sait attendre. Mais c'est vrai que pour les gens maintenant, ils aiment bien avoir leur tome tous les 2 mois.
En tout cas, voilà, c'est la grosse actu, c'est la sortie de Kaiju. Est-ce qu'il y a une autre actu là récemment ou une sortie manga, une nouveauté qui vous attire, Julie, pour commencer? Pour l'instant, là, j'ai rien en tête. En ce moment, je lis Naruto. Du coup, j'avoue que, Ah, bah, comme c'est vieux, j'ai tous les tomes et du coup, bah, ça va me coûter un bras, mais je vais enfin découvrir cette grande aventure. t'avais jamais lu Naruto avant de commencer là? Alors en fait, j'avais commencé avec l'animé, mais vraiment, j'ai pas du tout accroché. J'ai regardé au moins deux, trois fois et deux, trois fois, je m'arrêtais à la saison 2. Ouais. Et bah, je sais pas, Naruto, c'est un basique. Du coup, je me suis dit, bon, bah, je vais me lancer, mais dans le manga cette fois. Et franchement, le manga, je préfère largement. T'en es où à peu près? On peut spoiler Naruto parce que, enfin, honnêtement, enfin, spoiler. Franchement, Pas les là, gros, les morts ou quoi, mais t'en es où à peu près? ouais, j'ai vraiment commencé, j'en suis au tome 7. C'est au moment où Ok. ils ont une sorte d'examen, où ils sont dans la Ouais, ouais. forêt. L'examen, le premier, c'est Ah, l'examen Chunin, je crois, qui s'appelle en. Ouais, Alors ça doit en être français, ça. je sais pas s'ils ont appelé ça l'examen Chunin, mais en tout cas, l'ancienne traduction, ils avaient gardé des noms à moitié japonais, et je crois que c'était l'examen Chunin. Tu les as lus, toi, Thomas, ou pas du tout, Naruto? moi, juste vu l'animé, pas lu encore. Avec Shippuden? Oui, j'ai tout vu, sauf les fillers, mais j'ai tout vu. Quand c'était sur Netflix, j'ai regardé ce que j'aurais Naruto Ok. que bien plus tard, hein, Mais mais j'ai tout regardé. je vous conseille vraiment le manga. J'avoue que c'est rare de connaître des gens qui n'ont pas lu Naruto. Après, bon, c'est vrai que c'est plus en publication. Si vous avez commencé les mangas récemment, enfin récemment, dans les 5-6 dernières années, c'est vrai que c'était déjà terminé. Je crois que c'est 2014, si je dis pas de bêtises, ou 2016, je sais plus, un des deux. Mais en tout cas, ouais, Naruto, c'est très très bien. Et si vous écoutez ce podcast et que vous n'avez pas lu Naruto, je vous recommande très très chaudement d'aller lire. Surtout que les trois premiers tomes sont à 3 € et l'arc de fin du tome 2, début du tome 3 et du coup qui continue sur le tome 4-5, l'arc de la cité des brumes, tu me dis si je me trompe, Julie, de C'est mémoire, ça. c'est ça. Il est incroyable et il donne vraiment envie d'avoir la suite. Voilà. C'est vrai. Même Est-ce en que, animé. oui. En animé aussi, ouais, Ah non, ouais, l'animé est très bien fait. Même en français, je trouve que le doublage a été particulièrement bien réussi en français. Mais c'est vrai que moi j'ai grandi avec personnellement, donc forcément Naruto, voilà. Thomas, est-ce que tu as une petite lecture récente là, à partager avant de passer sur du Made in Abyss et d'attaquer le gros du sujet? oui, oui, oui. Alors moi, c'est Blue Period. J'appelle à tous les artistes qui écoutent ce podcast d'aller lire ça. Si t'aimes l'art, je pense que vous allez tous aimer. Ça parle tout simplement d'un élève qui ne s'intéressait pas à l'art au tout début, mais qu'au fur et à mesure va découvrir ça et va l'utiliser pour tout simplement, on va voir toute son évolution avec l'art en fait. Et les personnages sont très intéressants. Le dessin est très spécial aussi. On a des scènes où c'est une style un peu comme si c'était de la peinture en fait. Et j'adore l'art de ce manga. Alors tous les artistes, tous qui aiment ça, vraiment, je pense que vous allez adorer. J'entends beaucoup de gens en parler. Je crois qu'aujourd'hui, donc le 9 octobre, l'animé sort sur Netflix. Si je dis pas de bêtises, c'était ce matin à 9h. Exactement. Ouais, c'est ça. Et moi, Blue Period, moi, personnellement, il est dans ma liste. J'essaie de finir les séries que j'ai en cours là avant, de le commencer, mais ouais, vu tout le monde en dit du bien, donc logiquement, quand une grosse majorité en dit du bien, c'est quand même compliqué de pas s'y retrouver dedans, je pense. Et ça a l'air d'être un peu atypique et de sortir un petit peu du schéma classique que nous on peut avoir dans le shonen. Je vous propose qu'on attaque Made in Abyss maintenant, qu'on s'est mis en jambe là, qu'on a un petit peu parlé de ce qu'on lit en ce moment. Donc pour ceux qui ne savent pas, Made in Abyss c'est écrit par Akihito Tsukushi, qui est né en 79, donc il a 42 ans actuellement, donc il est relativement jeune, enfin relativement jeune. Il est dans la moyenne âge qu'il y a quand même des auteurs qui sont beaucoup plus vieux. Je crois que Oda, il est à peu près le même âge, si je dis pas de bêtises, l'auteur de One Piece. Mais Oui, il beaucoup, a commencé ouais, c'est ça, mais avec beaucoup, beaucoup plus 20 ans, je productif. crois. Ouais. Ouais. Et donc, Akihito Tsukushi a commencé dans l'univers du jeu vidéo, et ensuite est passé sur le manga, et il édite Made in Abyss dans le webcomic Gamma, donc c'est un chapitre tous les 3 ou 4 mois, ça dépend des années. Avant, c'était 3 mois et depuis 3 ans, avec notamment la crise sanitaire, c'est passé sur un chapitre tous les 4 mois, voire plus.
Ce qui fait que au niveau de l'édition, c'est un bordel monstrueux et on a à peu près un tome par an en France et il y a à peu près un tome par an au Japon. Et en France, c'est édité par Ototo, qui ont également ReZero, je crois, en grosse série. Et est-ce que vous avez une autre série d'Ototo qui est vraiment connue? Aucune idée. Là, je regarde dans ma mangatech et c'est vrai que j'en vois pas du tout. Je crois que Made in Abyss et ReZero, c'est vraiment les deux gros phares qu'ils utilisent pour mettre en avant Leur maison leur d'édition. maison d'édition, ouais. Et ensuite, il y a un animé donc, qui est fait par Kinema Citrus. Et est-ce que Julie, tu peux très rapidement nous résumer un petit peu de quoi ça parle Made in Abyss pour ceux qui ne connaîtraient pas? Donc, avec plaisir. Donc, en fait, on va suivre Rico. C'est une petite orpheline qui est obsédée par l'abysse. Et du coup, l'abysse, c'est dans la ville d'Ors, c'est dans l'abysse. C'est une faille gigantesque, une profondeur inconnue, et dedans, il y a des créatures, des antiques reliques et tout ce qui va avec. Et depuis des années, le gouffre, il attire de nombreux aventuriers et ils vont essayer de descendre. C'est ce qu'on appelle des caverniers. Donc Rico, sa mère, elle est cavernière. Malheureusement, un jour, son sifflet remonte, mais sa maman non. Et le sifflet, c'est en gros ce qui représente le niveau des caverniers. Du coup, Rico, elle va se mettre en tête de retourner sur la trace de sa mère. Et juste avant ça, elle va rencontrer un jeune garçon ou un robot, à vous de voir. Et elle n'imagine pas à quel point ça va changer sa vie. Ouais, donc on est sur un manga qui, encore une fois, traite d'enfance, enfin, mais là encore plus que d'habitude. C'est un seinen, je préfère préciser. Oh Donc oui. si vous êtes Là, il faut assez, préciser. Oui. voilà, si vous êtes assez jeune, la lecture n'est clairement pas faite pour vous. Il vaut mieux faire un warning dès maintenant. À première vue, on a l'impression que c'est des enfants, c'est tout rond. Le tout début de Made in Abyss, les premiers tomes, et même en anime, ça me faisait très penser un petit peu à la culture Moe. C'est la culture des petites idoles, des Madoka, des trucs comme ça. Je sais pas si vous voyez les Magical Doremi notamment. Ouais. Ce genre Ouais. de choses, avec les visages très ronds, les gros yeux. Et je m'étais dit, oh bah c'est exactement Tranquille. comme Puella Puella Madoka Magica. Je m'étais dit, bah, c'est tout mignon, ils vont aller dans l'abysse, ça va être rigolo, ils vont être de plus en plus profonds, ils vont trouver des vestiges de civilisation, et pas du tout. C'est pas du tout ça alors on va pas spoiler, mais c'est très dur, c'est très mature, beaucoup plus que ce que le Qu'il n'y dessin paraît. peut laisser penser. Je sais pas ce que t'en penses, Thomas. En fait, le truc, c'est que dès le premier épisode, si tu regardes l'animé, tu dis tranquille, ça va. Mais dès le début, il montre déjà que, attention, c'est pas juste des enfants mignons qui sont dans la vie, c'est vraiment, tu sens qu'il y a du danger, tu sens que les personnages n'ont pas une sorte de protection parce que les enfants, tu sais que s'il va se passer un truc, ils vont prendre cher, en fait, clairement. Et est-ce que ce décalage entre graphisme et gravité de la situation, c'est pas aussi ce qui fait un peu le sel et la force que ce soit l'anime ou du manga? Plus de l'anime, parce que le manga, je trouve que le dessin est assez sombre. Je sais pas ce que vous en pensez. Oui. Il y a eu, Ouais. je crois qu'il y a eu des problèmes d'impression même sur certains tomes où le dessin était, au niveau de l'ancrage, était très très sombre et on n'arrivait pas trop à distinguer ce qui se passait. Mais en tout cas, l'anime est beaucoup plus clair et ce décalage est très spécial. Même la mère de Rico, Lisa, si je dis pas de bêtises, a Ouais. Ouais, c'est ça. un chara design qui est très enfantin. Enfin, moi, la première fois que je l'ai vu, je me dis, bah, elle a 13 ans. Enfin, Ouais, Ouais. c'est ça. et est-ce que ce décalage, ça crée pas un peu un sentiment de malaise vis-à-vis de ce qui nous attend par la suite, Julie? C'est totalement ça. C'est l'œuvre en elle-même qui peut, de premier abord, nous paraître si mignonne, si sympathique. Et plus les épisodes passent, plus tu te rends compte que non, l'auteur, il a aucune limite du fait que ce soit des enfants. Il se limite pas du tout. Genre, il en a rien à faire. Il est là, il se dit, bon, je vais les faire souffrir, go. Mais c'est à la fois dur et à la fois l'animation, les OST et tout, c'est tellement magique qu'on se rend pas compte que, genre, ce qui se passe sous nos yeux, là, c'est horrible et c'est immoral. Ouais, l'immoralité, c'est central dans Made in Abyss. Il y a eu beaucoup de débats. Alors, il y a eu des débats sur la pédopornographie par rapport à l'auteur.
vu que les enfants sont très souvent dénudés. Enfin, il y a eu beaucoup de scènes d'enfants dénudés. Maintenant, je pense qu'on en reviendra sur ce point-là plus tard, parce que alors, je pense que c'est voulu de l'auteur et les accusations ont été la plupart réfutées. Mais c'est extrêmement malsain et l'enrobage total de l'anime et du manga est particulier. Thomas, est-ce que tu as commencé par l'anime ou par le manga, toi? Moi, c'était l'animé. Et après, j'ai regardé le manga parce que il n'y avait plus rien, quoi. Il y avait l'animé, après, il y avait le film qui est sorti bien plus tard. Mais j'ai regardé la première saison, après, je suis directement allé dans le manga. Il faut savoir qu'il y a 13 épisodes d'un anime, dont le 13e qui fait 50 minutes, 40. ouais, Ouais, 45, c'est ça? ouais, il me semble. Mais il est Mais long. Il est long, ouais, mais il est bien. voilà, Ouais. à l'heure actuelle, je pense que c'est peut-être le meilleur épisode d'anime que j'ai vu de ma vie. J'essaie de réfléchir. Bon, il y en a un dans Steins Gate qui est pas loin au même niveau, mais c'est vrai que l'épisode 13, Ouais, il est vraiment bien. faut l'encaisser, il est extrêmement bien, graphiquement parlant, en termes de scénario, de narration, de découpage, de musique. L'épisode est très très qualitatif, beaucoup plus que beaucoup de productions de maintenant, je trouve. Et toi, Julie, t'as commencé avec l'anime ou t'as commencé avec le manga? Bah pareil, j'ai commencé avec l'animé, on me l'avait conseillé. Et voilà, l'épisode 13 qui vient de se terminer, je fonce acheter les tomes, tous les tomes, vraiment, j'en avais rien à faire, j'ai tout acheté, j'ai tout lu en peut-être une soirée, mais pareil, ça avançait pas beaucoup, parce que je crois qu'il manquait au moins le tome 8 et le tome 9. Et du coup, bah, j'ai attendu le film sur Wakanim, et j'ai payé Wakanim juste pour regarder le film. Depuis, je lâche plus Wakanim, mais c'était une très belle découverte. Est-ce que c'est ton premier manga? Hum, non, j'avais My Hero Academia avant. Parce que, ouais, ce que tu disais que tu avais commencé, il n'y avait pas encore le 8 et le 9, donc ça remonte au moins à il y a plus de 2 ans. Ouais, c'est ça. Donc je me demandais est-ce que c'était un de tes premiers mangas papier. Mais du coup, non. Thomas, toi, c'était pas du tout un de tes premiers mangas, je suppose. Papier, oui. Que j'ai acheté, oui. C'est le premier manga que j'ai acheté. C'est-à-dire, j'ai acheté en premier l'artbook en premier et après le manga. Je pense que c'est vraiment le premier achat vraiment de papier que j'ai fait, c'était Main Abyss. D'accord, donc t'as même pas un petit One Piece, un petit Dragon Ball ou Non, non, même un pas. My Hero Academia, Black Clover, SNK, enfin un truc un peu connu quoi qui. Moi, c'est vraiment Main Abyss qui m'a lancé dans l'achat manga, en fait. Après, depuis, ça ne fait que agrandir, ma mangatech, mais Main Abyss, c'est vraiment ce qui m'a lancé dans les mangas, de les acheter, en fait. Qu'est-ce que vous pensez tous les deux? Je vais commencer tiens par le style de l'auteur, le style de dessin. Manga. Alors on comparera à l'anime derrière, même si l'anime ils ont pris certaines libertés. Enfin, ils ont essayé d'adapter pour que ça soit un peu moins viscéral. Moi si je devais résumer le style à un mot, ce serait vraiment viscéral. On a l'impression que tout est organique dans le manga. Je sais pas si ça vous le fait Un à peu. vous aussi, mais j'ai l'impression que Ouais. plus on rentre dans l'abysse, plus on parcourt ce trou, enfin cette fosse, plus on pénètre dans un corps qui vit, tout est très gluant, tout est très saignant, tout est très organique. Vous pensez quoi, vous, de ce dessin? On va commencer par toi, Julie. Alors moi, je suis sur Twitter quelqu'un qui parle exclusivement de Made in Abyss, qui s'appelle Culte Abyssal. Je sais pas si vous connaissez. Il reposte énormément d'œuvres du coup de l'auteur et je trouve que il a une patte incroyable et cette façon de jouer avec. Je trouve que ses dessins ont une aura. Genre, il a une façon de jouer avec les couleurs qui rend tout ça, mais je trouve qu'il a son propre univers, sa propre façon de dessiner, un petit peu comme tout le monde, mais je trouve que c'est vraiment génial et qu'il a vraiment un côté merveilleux dans chaque planche de dessin en fait. Thomas? Moi, ce que j'adore dans son style, perso, c'est vraiment le côté organique. Tu vois, même dans les animaux, les créatures qu'il dessine. Et aussi ce côté un peu limite brouillon parfois. T'as l'impression que c'est vraiment des croquis qu'il dessine, comme s'il dessinait vraiment quand il était dans l'abysse, en fait. Quand tu vois les dessins, tu vois que c'est pas, comme tu vois beaucoup de mangas, des lignes très très fines, que ce soit vraiment carré. Non, tout est un peu brouillon parfois très brouillon même. Il y a des planches où t'as l'impression que ça en fait en 10 minutes. T'as d'autres planches qui sont tellement remplies de détails. Je trouve que ça qui m'impressionne le plus dans son dessin. Moi, ce côté brouillon, je le retrouve totalement dans ce que tu dis. Et j'ai l'impression qu'il y en a très peu des mangaka maintenant qui utilisent ce côté un peu dessin à la main, entre guillemets,
où on n'a pas vraiment l'impression que c'est assisté par ordinateur, que les traits sont lissés en post-prod. Et moi, quand j'ai commencé à lire Made in Abyss, ça m'a rappelé, alors vous allez peut-être pas la voir, mais les dessins de Tsutomu Nihei, c'est l'auteur de Blame. Je sais Pas pas du si, tout, je connais je pas. sais pas si vous avez lu Blame. Night of Sidonia, qu'est-ce qu'il a fait d'autre? Abara, notamment, qui sont des. Je vous conseille d'aller regarder. Et si vous écoutez, d'ailleurs, ceux qui écoutent ce podcast, n'hésitez pas à aller voir aussi les dessins de Monsieur Niais, qui lui fait exclusivement des dessins à la main. Il ne dessine rien sur ordinateur. Enfin, il scanne derrière, mais il n'utilise pas les techniques de dessin de PAO qu'on utilise maintenant. Et en fait, il y a vraiment un style très, un peu comme Made in Abyss, très brouillon entre guillemets, même s'il y a des planches qui sont, on le voit dans Made in Abyss, qui sont dessinées par ordinateur. Mais les grandes planches, les décors et les moments un peu impactants de l'histoire, c'est dessiné à la main et je trouve que ça fait vraiment ressortir les émotions et le côté merveilleux, comme tu disais Julie juste avant, que peut avoir ce monde. Et moi, ça me fait poser une question. Est-ce que, vu qu'on a tous commencé par l'anime et qu'ensuite on a foncé vers le manga, est-ce qu'on n'aurait pas subi un peu la même attirance pour l'abysse que les héros et que les caverniers suite à notre visionnage? On va commencer par toi, Julie. Totalement. Rien que le fait de se dire que dedans, dans cet abysse, déjà, on ne sait pas où il va, on ne sait pas où il mène. Certains disent que c'est le centre de la Terre, on ne sait pas. Et t'as toutes ces créatures qui me paraissent merveilleuses, qui, genre, en vrai, elles sont mignonnes, t'as envie de les caresser, mais quand tu les connais, bah, tu sais qu'il faut pas les caresser, mais genre, je sais pas, je trouve que il y a une attirance qui nous fait poser tellement de questions sur cet abysse que t'es obligé de te dire, bon, si j'habitais dans la ville d'Ors, ouais, j'irais pas, hein. J'aurais trop peur, mais là, comme ça, je me dirais, ouais, j'ai bien envie de visiter, tu vois. Et toi, Thomas? Ben, moi, surtout, en fait, tu veux découvrir, en fait, le fond de l'abysse. Tu vois, t'as la carte. Tu vois, par exemple, le sixième palier. Enfin, pour ceux qui connaissent pas, tu mesures la profondeur de l'abysse en paliers, 1, 2, 3, 4, au fur et à mesure. Et vous avez une image, en fait, tu vois le sixième palier et tu vois que c'est tout déformé. J'aimerais trop savoir, en fait, ce qu'il y a en dessous. Même si le danger, là-bas, est toujours plus dangereux, en fait. T'as toujours envie de savoir, découvrir, en fait, quand on voit aussi des vieilles civilisations, en fait. C'est tout ce qu'il y a autour, les religions, peut-être, t'as toutes ces reliques. Même s'il y a un danger que tu connais à cause des monstres, tout ça, t'as toujours ce côté qui te dit, vas-y, je veux voir ce qu'il y a en bas. C'est un peu comme quand t'es en hauteur et tu regardes en bas, t'as un grand trou, t'as toujours ce petit côté qu'est-ce qui se passe si je saute? T'as envie de ce côté danger, tu dis, vas-y, je vais quand même le faire, même si derrière, c'est très dangereux, en fait. Ce côté aventure. Même dans le sens inverse, moi j'ai un peu ressenti cette même sensation que quand vous faites une randonnée, par exemple, et là, au loin, vous voyez une espèce de vieille bâtisse ou vous voyez quelque chose qui attire votre œil. Vous savez pas ce que c'est, vous savez pas d'où ça vient, mais vous avez envie d'y aller. Votre Ouais. côté humain a envie de. Tu te dis, bah, tiens, je vais marcher 1 heure en plus, je vais voir ce que c'est. Et je trouve que ce manga, il a réussi à transmettre ça à l'écrit, enfin, même au niveau de l'anime. On a envie d'en savoir plus sur l'abysse, d'où ça vient, qu'est-ce qu'il y a, et puis surtout, maintenant que nous, on a un peu avancé dans l'anime et dans le manga, savoir quels sont les paliers du dessous. Il faut savoir qu'il y a 9 paliers. Alors ça, c'est pas du spoil. Si vous tapez Abyss de Made in Abyss sur Google, vous allez avoir une carte, comme disait Thomas juste avant, où en fait, vous voyez la forme de l'abysse et la façon dont c'est construit, avec des écritures qui sont anciennes, qui ne sont pas traduites, donc aucun risque de spoil si vous allez regarder ça. Et ça vous donnera un petit peu un ordre d'idée de la profondeur, et peut-être que ça éveillera en vous cette espèce d'envie de plonger dedans, en fait, aussi. Donc je vous conseille vraiment d'aller voir ces dessins-là, en vous renseignant un petit peu sur Google. Et de manière générale, foncez, parce que c'est vraiment un très très bon manga. Je pense qu'on va pouvoir passer à la partie spoiler, parce que là, va falloir qu'on aborde les inspirations, les interprétations aussi de l'Abyss, que je pense que l'Abyss, coupez-moi si je me trompe, mais il y a des interprétations à avoir. C'est pas juste un trou, c'est pas juste une grotte dans laquelle on descend pour récolter des objets. Enfin, moi, en tout cas, j'y ai vu plus que ça. Mais malheureusement, il va falloir qu'on spoil un petit peu les différentes strates, enfin les strates. On appelle ça une strate en en géologie, mais les différents niveaux. Il va falloir qu'on spoil un peu. Donc si vous n'avez pas vu, je vous conseille de
mettre pause à ce podcast, d'aller regarder les 13 épisodes. Ça dure, vous allez y passer 3-4 heures, une petite après-midi, Wakalim, machin. Vous regardez le film derrière, vous prenez votre claque, et ensuite vous revenez écouter la fin du podcast et en débattre ensuite avec nous sur les réseaux sociaux. Donc c'est de case en case partout. Et puis après, pour Thomas et Julie, je mettrai les réseaux en description. Il n'y a aucun souci là-dessus. Donc on va attaquer la partie spoil. Moi j'ai une question. Est-ce que Julie, toi tu interprètes t'as une interprétation de ce que c'est que l'abysse? Est-ce que tu as vu quelque chose, une métaphore ou une interprétation? Bah, je t'avoue que là, pas vraiment. C'est vrai que pour moi, c'est vraiment un simple énorme mystère qui l'entoure, mais j'ai pas spécialement d'interprétation pour ça. Thomas? Pour moi, perso, au début, je me disais, parce que la bise, c'est peut-être un truc, je crois que même dans le manga, ils le disent, ou même dans l'anime, quelque chose d'organique, en fait, surtout quand tu vois les derniers paliers. Quelque chose, moi, je vois ça, plus tu y vas, en fait, plus tu rentres dans toi-même, en fait, découvrir, en fait, ta nature, ce que tu veux être au plus profond de toi, ce que tu veux trouver, ce que tu veux avoir. Et Mm. aussi, par exemple, quand tu te transformes, aussi que ça découvre, en fait, la nature de l'homme, en fait, c'est que c'est un rapprochement qui se crée, que l'abysse, en fait, les vivants, et c'est un peu une sorte de connexion entre toi et l'abysse qui s'entremêle, en fait, plus profond tu y vas. C'est comme ça que moi, je l'interprète. Ouais, l'abysse serait une introspection un petit peu du genre humain. De toute façon, l'abysse, plus on descend, plus on passe par plusieurs. Alors moi j'ai deux grosses interprétations, mais pour rebondir sur tout ce que tu dis, moi j'avais noté enfin, une introspection et un passage vers l'âge adulte avec tout ce que ça entraîne. Donc l'appréhension du deuil, de l'abandon, les changements corporels, la découverte surtout de sa sexualité, parce que Rico et Légu, il y a plein de moments où, alors, moi c'est la première fois que je l'ai vu, je sais pas ce que vous en pensez, mais moi je trouvais ça gênant, tous les petits rapports qu'il y a au sexe un petit peu partout dans le manga. Et en fait, quand on y réfléchit, ils ont, ils ont une dizaine d'années, et à 10 ans, c'est l'âge où tu découvres ta sexualité, enfin, où tu découvres ta sexualité, où tu découvres que ça existe, que tu peux te reproduire, etc. Euh, je sais pas si vous ressentez ça comme ça, vous aussi. Ouais. En vrai, c'est ça que je trouve intéressant, c'est parce que ils sont à l'âge où tu apprends à connaître ton corps et celui de l'autre. Et du coup, je trouve que il a une façon de d'apporter le truc à la fois gênante, marrante, et je trouve ça vraiment super drôle. Enfin, moi, ça m'a fait marrer. Et toi, Thomas? En fait, perso, je trouve la raison pour qu'on trouve ça souvent gênant, c'est que le manga et l'animé, ils abordent ces thèmes de façon très sans filtre. En fait, juste ils le montrent, c'est sec, ils ne essaient pas de le rendre comme souvent dans les animés d'un côté humoristique pour cacher en fait ce qu'il y a derrière. C'est vraiment ils le montrent comme ça, sans embellir, sans changer. Je pense que c'est pour ça qu'on a ce côté aussi, même si c'est très vrai, ça réussit à expliquer ce que ça veut dire sans vraiment aller par 4000 chemins. Vraiment, ça le montre et c'est, je pense, ça qui est aussi intéressant dans cet apprentissage d'eux-mêmes en fait. Ouais. Après, j'avais noté, pour finir sur ce passage à l'âge adulte, la naissance du désir. Alors, le désir avec un grand D, que ça soit le désir corporel, charnel, ou même le désir, on y pense avec le tome 7, 8 et 9 dans la ville d'Ilbru, si je dis pas de bêtises, où chaque désir est réalité. Carrément. L'argent, l'apprentissage, etc. Et plus on s'enfonce dans l'abysse, plus justement on découvre des aspects de la vie de manière générale que l'enfant n'a pas à la base. L'enfant, il est naïf, il ne connaît pas tout ça, il connaît pas le deuil, il connaît pas le sexe, il connaît pas le désir. Il est très, euh, il est très naïf. Et plus tu descends dans l'abysse, plus il va découvrir ces choses-là. Et moi, je voyais vraiment ça comme une métaphore du passage vers l'âge adulte. Et après, et c'est là que vous allez me dire si vous êtes d'accord ou pas, j'ai une deuxième interprétation où en fait en relisant et en re-regardant l'Abysse, je me suis rendu compte qu'il y avait 9 niveaux à l'Abysse. Si je dis pas de bêtises, il y a actuellement on en est au palier 6 avec la ville de Sans Retour, je me trompe pas. Ouais, c'est ça. Et je crois qu'il y a 9 niveaux, sachant que le niveau 7 et 8 c'est l'ultime tourbillon est l'extrémité du monde avant le dernier saut. Et le niveau 9, c'est les tréfonds, on ne sait pas ce qu'il y a. Et je ne sais pas si vous avez lu la Divine Comédie, ou vous connaissez l'enfer de Dante. Pas du tout. Pas du tout. Thomas, est-ce que tu connais?
Ah, malheureusement, non. C'est un écrit qui remonte un peu, où en gros, Dante va arriver à Jérusalem, qui serait Ors. Sous Jérusalem, il y aurait un abysse, un trou, en fait, divisé en 9 parties, qui représenteraient les enfers. Et en fait, plus tu descends dans les enfers. Et en fait, alors je vais énumérer les 9 paliers. La partie 1, c'est les limbes, c'est la forêt des arbres fossiles, la forêt inversée, donc le premier palier. Et en fait, les limbes dans la religion gréco-romaine, c'est l'endroit où les morts sont avant d'aller au paradis ou en enfer. Donc c'est le point où tu peux encore remonter à Ors, où tu peux décider de descendre. Ensuite, on a la luxure, donc la forêt envoûtante. Luxure, envoûtante, je trouve qu'il y a un lien. La gourmandise avec la grande fissure. Là aussi, je trouve qu'il y a un lien parce que je sais pas si vous vous rappelez, dans cette grande fissure, ils ont faim et ils veulent se nourrir des petites bêtes, là, les petites boules de poils toutes mignonnes. Ouais, Oui. etc. Et ils hésitent. Et en fait, on voit des gros monstres qui, eux, n'hésitent pas et qui les mangent par centaines. Je trouve que ça représente bien la gourmandise. La quatrième strate, c'est l'avarice. Et là, je trouve ça incroyable parce que la coupe du géant, donc c'est là où il y a les bains d'acide ou les bains d'eau chaude. Et on n'arrive pas à les différencier. Ouais. Et il faut savoir que dans l'enfer de Dante, il y a aussi deux types de bains. C'est l'avare et le prodigue. L'avare qui serait l'acide, donc tu y vas et tu es brûlé, et le prodigue qui te soigne. Et donc je trouve la métaphore parfaite. Ensuite, il y a la strate de la colère, donc avec la mer de cadavres, Bondold. Bon, ça, j'ai pas trop besoin d'expliquer pourquoi. Et en fait, il faut savoir qu'entre l'étape de la colère et de l'hérésie, donc qui est le numéro 6, dans l'enfer de Dante, il y a une personne qui est le passeur qui doit te faire passer de l'un à l'autre. Et Bondold, je sais pas si enfin, vous voyez forcément, mais fait passer les enfants de l'un à l'autre et prendrait ce rôle du passeur. L'hérésie dans la mythologie est vue comme une cité de non-retour, une grande porte où en fait si on passe cette porte, on ne pourra plus jamais remonter. Et sauf qu'en fait pour rentrer dans cette partie donc de l'hérésie, il faut avoir conscience de nos péchés et de nos désirs. Et Ilbru est une ville où les habitants vivent avec leurs désirs. Vous me suivez jusque-là? Oui, Ouais. Vous me effectivement. dites si vous trouvez ça un peu tiré par les cheveux, mais moi je trouve que ça concorde Non, pas du parfaitement. tout, hein. Franchement, je Et, trouve ça génial pour l'instant. et, Ouais, en- moi aussi. et du coup, une fois, et il faut savoir que pour passer la grande porte de l'hérésie, donc de la cité de non-retour, c'est gardé par des Érini, chez les Grecs, qui sont trois gros démons, donc qui seraient, je prends le manga parce que le nom, je les ai pas, c'est Belaf, Wascan et Jurwaimoir, qui sont les trois sages, qui garderaient la grande porte. Ouais. Et donc déjà, on a encore un point en commun. Et ensuite, passer ça, et donc c'est là où nous, on ne sait pas ce qui va se passer, il y aurait la strate de la violence, donc l'ultime tourbillon, qui dans la mythologie, c'est un grand ravin avec de la lave qui descend. Et en fait, je sais pas si vous voyez l'image de l'abysse, mais en fait, le strat 7, c'est comme c'est le gros trou là, qui descend très vite, Ouais. tout en bas. Bah, je l'ai devant les yeux en plus. Voilà. Ouais, moi Ensuite, aussi. la huitième strate, c'est ruse et tromperie. C'est le nom dans l'enfer de Dante. Donc ça serait l'extrémité du monde. Donc là, on pourrait s'attendre à des problèmes par rapport à ça. Et ensuite, le trou, donc on n'a pas nous dans le dessin. La neuvième couche de l'enfer de Dante et donc de la Divine Comédie, ça s'appelle la trahison. Et c'est l'endroit où réside Lucifer. Et là, et là, Ah oui. logiquement, vous vous dites, ok, Lucifer c'est le diable, trahison, et Lisa l'attend à cet endroit-là, et le surnom de Lisa, c'est Lisa l'exterminatrice. Oh putain. Oui, c'est ça le truc. Et je trouve que, alors ça se trouve, c'est pas du tout ça, hein. Mais si l'auteur s'est basé sur ça, c'est une métaphore parfaite de la descente aux enfers pour terminer par la trahison du coup de Lisa l'exterminatrice. Et si on en suit la religion, Lucifer est déjà remonté sur Terre, ce qui expliquerait que Lisa ait pu remonter à un moment donné aussi. Et il faut savoir que pour descendre dans les enfers, alors je sais plus c'est quoi le nom précis, mais en gros il faut être, c'est pas qu'il faut être malade, mais il faut avoir eu un problème très particulier qui correspondrait, dans le cas de Rico, au fait qu'elle soit mort-née, en fait. Ouais. Le fait qu'elle soit mort-née lui permet de descendre plus bas. Donc ça, c'était mes deux interprétations de l'abysse.
Est-ce que vous avez un petit commentaire là-dessus ou est-ce que Moi, juste j'ai vous une trouvez que je suis question. trop perché? Moi, j'ai une question déjà. Hmm. Tu as bien dit que dans l'histoire, le parallèle, en fait, c'est Lucifer est remonté, c'est ça? C'est bien ce que tu as dit. Ouais, Lucifer est remonté à un moment donné. Mais du coup, ce serait pas, enfin, le seul personnage on sait qui remonte, c'est l'aigle, en fait, c'est Règle, du coup. Bah, d'où On sait pour aussi, oui, il y avait plusieurs théories, Ouais, vu que voilà. le dernier étage s'appelle la trahison dans l'enfer de Dante, et nous, c'est les tréfonds. Ça se trouve, l'aigu, c'est lui qui va Pas trahir, trahir. voilà. Vu qu'on sait que l'abysse est potentiellement créé par des extraterrestres ou des robots, enfin, on sait qu'il y a un peu ce lien-là. Ce délire. Ouais. Ça se trouve, l'aigu est programmé pour arriver une fois au fond et trahir Rico, ce qui correspondrait parfaitement au manga et à la cruauté du manga, je trouve. Et ça, c'est ma petite théorie pour la suite de Made in Abyss. Est-ce que vous avez une théorie, vous, pour la suite et fin de Made in Abyss, Julie? Alors non, mais j'ai pas envie que ce que tu viens de dire, ça se passe. J'ai grave pas envie. Bah, après, il y a moyen, parce que quand on voit ce qui s'est passé pour Nanachi et pour Prushka, Ouais. Ouais, mais il y a tellement moyen, c'est sûr. Il y aura pas de happy end, c'est sûr, j'en ai conscience, mais pour l'instant, je vais en rester là où je suis et je vais pas penser au futur. Déjà, comment l'auteur s'en fout un peu de montrer des trucs gore aux gens, je pense qu'il s'en fout un peu de la vie des gens. Je pense qu'il va, si c'était son but, je pense qu'il va aller jusqu'au bout. Je pense que si c'est ça à la fin, et pas faire un happy end de nulle part. Non, je pense que on est bien parti pour une fin, comme tu l'as dit. Mais ce serait ben, une fin super intéressante, je trouve, par contre. oui, et honnêtement, je serais pas peu fier d'avoir vu juste sur les enfers et la Divine Comédie. J'avoue que ça me ferait bien rire. Sachant qu'en plus, l'abysse dans enfin, dans l'enfer de Dante se tient sous Jérusalem, qui est un peu la ville sainte, et Ors, dans le manga, est présenté un peu comme pas une ville sainte, mais c'est l'endroit où tous les pèlerins vont parce qu'ils sont attirés vers l'abysse. Donc, je trouve que ça correspond quand même pas mal. Et cette espèce de rapport à leur religion, de toute façon, on le ressent un petit peu tout le long du manga. Maintenant, ça se trouve complètement faux parce que l'auteur, dans une interview il y a quelques années, avait dit que pour faire l'abysse, il s'était inspiré d'une image d'un grand arbre. Et effectivement, enfin, quand tu regardes la forme que ça a, c'est la forme d'un grand arbre. Mais je vous conseille juste d'après, là, si vous avez internet et vous voulez regarder, de taper Enfer de Dante, Dante, D-A-N-T-E, et juste de regarder les dessins euh, de l'abysse, justement, d'Enfer de Dante, et vous remarquerez il y a quand même de grosses similitudes avec Effectivement, Made in Abyss. je l'ai sous les yeux, effectivement. C'est Et dingue. ah ouais, bah, c'est pour ça que je me suis dit, bon, c'est quand même une belle théorie. Et on va passer un petit peu. Est-ce que vous pensez, alors, je vous relance sur une question, Thomas, parce qu'on sait que les Japonais, Ouais. ils aiment bien critiquer la société au travers des mangas. Euh, on en parlait au début, mais Kaiju est une très très bonne critique de la société vis-à-vis de la métamorphose, euh, le changement, notamment vu que le héros de Kaiju va se métamorphoser et va amener un changement. Je vous en dis pas plus si vous l'avez pas vu. Mais est-ce que Made in Abyss, vous le voyez, vous, comme une critique de la société ou pas du tout, de votre point de vue? Thomas, pour Voilà. commencer. Pour l'instant, je n'ai pas encore cherché à trouver une sorte de critique. Pour l'instant, en tout cas. Peut-être que je vais regarder après, je vais réfléchir. Mais en tout cas, quand tu demandais si les Japonais adorent critiquer la société grâce au manga, je pense que c'est une façon telle qu'une autre. Hein. On a toujours fait ça par rapport à soit avec le théâtre ou avec des romans. Je pense que les mangas, c'est une façon de critiquer comme une autre, en fait. Du coup, je pense que il y a de grandes chances qu'il y ait une critique. Mais est-ce que pour l'instant, je l'ai remarqué? Non, pas encore. Moi, j'avoue, personnellement, je me suis posé la question, hein, mais j'ai pas vu forcément de critique. On n'a pas vraiment de critique sociale. Il n'y a pas de points noirs Ah qui si, je crois sont. que j'ai trouvé un truc. Vas-y. Peut-être le fait que au Japon, les gens aiment bien donner une liberté aux enfants. Est-ce que ce serait pas la même chose par rapport aux adultes et les enfants, qu'ils aiment bien laisser les enfants aller dans l'abysse alors ils savent qu'il y a du danger peut-être? Peut-être que c'est une critique par rapport à ça, les libertés qu'on donne aux enfants. Du fait de connaissance du danger, on dit il faut les laisser partir. C'est pour eux, en fait, pour leur bien. Julie, t'en penses quoi?
Moi, s'il y avait un truc à redire, je pense que ce serait peut-être par rapport aux sifflets blancs, eux Ouais. qui sont au fond de l'abysse pour faire je ne sais quoi. Vraiment, les prochains sifflets blancs là qu'on va rencontrer, je me pose trop de questions, j'ai trop hâte. Mais il y a peut-être un délire avec ça. Est-ce que, du coup, on va essayer de répondre à la question. Est-ce que vous trouvez Made in Abyss trop cruel? Julie, si tu veux bien commencer. Trop cruel. Oui, en fait, oui et non. En fait, ce qui se passe et tout ce qui va dans cette œuvre, c'est immoral. C'est quelque chose que si quelqu'un en temps réel l'avait fait, cet homme, il serait en prison ou serait mort, enfin, il se serait passé quelque chose. Mais on laisse pas des gens comme ça en liberté et on laisse pas des gens comme ça aller dans un abysse avec plein d'enfants déjà. Et cette façon que du coup l'auteur a de n'avoir aucune pitié par rapport au fait que ce soit des gamins de 10-12 ans, quoi. Et c'est trop dur, mais oui, genre déjà l'œuvre, elle est dure à regarder, elle est dure à voir. Mais oui, elle est horrible, mais d'un côté, c'est ce qui fait tout le charme et toute l'œuvre qu'est Made in Abyss. Et toi, Thomas? Bah, comme elle a dit, je trouve aussi que ça fait son charme, hein, clairement. Et c'est aussi ce que je trouve très intéressant, c'est vraiment le fait qu'il n'a pas de filtre, que ce soit avec les blessures ou que ce soit le danger, que ce soit vraiment le malheur qui arrive aux personnes. Je trouve que c'est ce qui rend vraiment Made in Abyss spécial, ce que je trouve vraiment très intéressant dans l'œuvre. Et d'un autre côté, ça me donne vraiment des vibes un peu dark fantasy que je trouve vraiment super. Ah bah clairement, moi j'ai ressenti une très très légère, alors attention, on prend avec des pincettes, hein, mais une très légère patte de Berserk au fond de tout ça, notamment sur bah là où on en est nous vers le tome 7-8 avec les gros monstres et les gardiens là. J'ai trouvé qu'il y avait ce côté Oui. très très déstructuré, très viscéral qu'il peut y avoir dans les apôtres de Berserk en fait, qu'on retrouve dans Made in Abyss. Et on sait tous que les apôtres, bon, niveau cruauté, ça, ça se pose là. Vous avez lu Berserk ou pas du tout, tous les deux? Je suis au tome 3. Ok, toi, Thomas? Moi, je, moi, je suis tome 13. Ok, ouais, moi, je vais pas. Alors, vous voyez quels sont les apôtres, enfin, du moins ceux du début. Toi, Julie, t'as dû en voir un, t'as dû voir l'homme limace là, enfin, Ouais, le ce roi. truc-là. Ok, toi, du coup, tome 13, t'as dû en voir d'autres, on va pas dire c'est qui, ni quoi, Hmm. mais t'as dû en voir d'autres, donc tu Ouais, vois un peu la gueule que ça a. ah oui, clairement. Ouais. Je vous conseille vraiment de lire Berserk, c'est une très très bonne lecture. Honnêtement. Si d'ailleurs vous écoutez le podcast et vous n'avez pas lu Berserk, je vous conseille, en plus de Made in Abyss, bon, d'abord regardez Made in Abyss et ensuite allez lire Berserk. C'est très très bon. Il y a des priorités. Ouais, voilà, c'est Ouais. ça. Pour en revenir à la cruauté, moi j'ai une page où en fait il y a pas mal de citations du manga qui sont sorties. Et alors je vais revenir sur. Là c'est un très gros spoil, mais je vais revenir sur une citation. On va pouvoir en débattre. C'est dans le tome 3 et c'est dans l'épisode 13. C'est au moment où Nanachi demande, tu sais, où Nanachi est en train de pêcher et demande à l'aigu de mettre Oui. fin aux souffrances de Mitty, enfin de tuer Mitty, parce qu'en fait, bon, alors si vous êtes encore là et que vous vous êtes pas fait spoiler, enfin et que vous en moquez d'être spoilé, Nanachi est un personnage que Rico et l'aigu rencontrent à la Strat 4, enfin au palier 4 je crois, ou 3, je sais plus, 3 ou 4. Bref, ça arrive assez vite dans l'aventure. Et en fait, Nanachi, si vous voulez, en descendant dans l'abysse, si on remonte à l'étage du dessus, on a une malédiction. Au début, c'est des vomissements, après il y a des saignements, etc. Et il y a un étage où quand on remonte, on perd son humanité. Dans le manga, cette perte d'humanité est symbolisée par la transformation physique. Donc on en revient à ce qu'on disait tout à l'heure par rapport à la transformation corporelle, à la métamorphose. Et dans le cas de Nanachi, elle a gardé un aspect humain mélangé à un espèce d'aspect lapin, enfin, ou bestial. Enfin, Oui, oui, ça c'est une espèce de oui, je commence à lapin. l'attendre. C'est un lapin humain. Mais son amie, qui s'appelle Mitty, elle n'a pas regardé son aspect humain et est devenue une espèce Un blob. ouais, d'être informe qui n'a plus conscience de lui-même, mais qui ne peut pas mourir. Le Mitty est immortel, c'est-à-dire que si on la coupe, qu'on l'empoisonne, elle souffre, mais elle ne peut pas mourir. Elle se régénérera un petit peu comme le héros de Fire Punch,
qui brûle en permanence. Il aura beau être tué, il aura beau souffrir, la souffrance est là, mais il ne peut pas mourir. Et là, c'est exactement la même chose. Mais l'arme de l'aigu, le robot qui suit Rico, lui, peut détruire Mitty et peut détruire ce qui, entre guillemets, ce qui a subi la malédiction de l'abysse. Et donc Nanachi demande à l'aigu de tuer Mitty, d'abréger ses souffrances. Et là, je vais vous lire l'échange que je l'ai devant moi. On va en débattre. C'est l'aigu qui accepte, et là qui regarde Nanachi, qui lui dit: Nanachi, promets-moi que quand Mitty ne sera plus là, tu ne mettras pas fin à tes jours. Nanachi répond: bien sûr que non, je dois soigner Rico, parce que Rico à ce moment-là est malade. Et là, l'aigu a la phrase, et je trouve que cette phrase, elle fait mal parce qu'il dit: même quand Rico sera guéri, ne le fais pas. Et là, Nanachi est en pleurs et dit: c'est cruel, mais d'accord, je te le promets. Et je trouve ce moment, je sais pas ce que vous en pensez, mais je pense que personnellement, c'est le moment le plus dur à vivre du manga et le plus cruel, surtout, de tout le manga. Julie. Bah, je t'avoue que du coup, tu m'en as parlé, j'ai les tomes juste à côté de moi, je suis en train de feuilleter. Ça me donne des frissons, rien que d'en reparler. C'est, bah, genre, ça fait mal. Genre, c'est, déjà, l'idée, c'est des gamins, l'idée de se dire que, ils sont dans l'abysse. Un gamin, du coup, un robot, enfin, genre, un gamin de 10 ans qui dit à un autre de pas faire de conneries, de pas se mettre fin à ses jours parce qu'il a perdu, ou il va perdre un être cher. Et puis par rapport à tout ce qu'ils ont vécu et tout, je trouve que c'est dur. C'est trop. Moi, ce moment, comment il m'a fait chialer, mais pas possible. Et toi, Thomas? Bah, le fait qu'elle commence à pleurer ou qu'elle dit que c'est cruel, ça montre bien que à la base, elle voulait sûrement finir se suicider, clairement. Et je trouve que cette scène, ouais, c'est très impactant quand tu penses que tu suis leur histoire. Tu dis c'est mignon. En plus, c'est vraiment un des moments. Après le moment un peu plus dur quand Rico se blesse, après c'est vraiment chill. En fait, il se passe presque rien, c'est tranquille. C'est un slice of life le truc. Après, tu repars vraiment dans le côté horrible. Et ouais, cette scène est vraiment impactante, je trouve. Et le fait que la connexion entre Reg et Nanachi, leur discussion, ouais, j'y pense encore, là, je suis encore ému en y repensant, en vrai. C'est vrai qu'en regardant l'épisode, ça arrive vers la fin de vers la fin de l'épisode, on sort d'un moment calme et on se dit: ça y est, il y a un espoir. Le manga est pas si cruel que ça. Et vient ce moment précisément. Et c'est un rappel qui est là pour te dire: bah non, en fait, c'est Ouais. cruel depuis le début, ça le continuera. Et c'est pas qu'il y a pas d'espoir, parce qu'il y a de l'espoir. On sait que, on sait qu'il y a peut-être quelque chose de bon qui attend au fond de l'abysse. Mine de rien, il y a quand même des liens qui se créent entre les personnages. Il y a de l'amitié, il y a un certain amour. Comme le dit, alors je sais plus, je crois que c'est Prouchka qui le dit dans le tome 4. Elle parle de la famille qui ne tient pas qu'au lien du sang, et que le Pas sang n'est. Bundle, Ouais. C'est Bondol qui dit ça? je crois que c'est carrément lui qui le dit, ouais. La citation, c'est: la famille Écoutez ne pas tient la pas nouvelle. qu'au lien du sang. En tout cas, c'est mon avis. C'est l'attraction du cœur qui crée les familles. Le sang n'est qu'une aide. L'amour, c'est l'amour d'Anachi qui crée ce qu'est une famille. Et, Ouais, je crois que ça m'étonnerait pas que ce soit Bandol qui le dit quand même. et Ouais, parce que Bundle, c'est un fou, mais bon, il dit des bonnes choses parfois. Bondol, c'est un, ouais, bon, il est sage, mais il est bon. Il est un peu immoral, quoi, légèrement. Et ouais, enfin, l'ensemble, de toute façon, l'ensemble de l'œuvre se passe un petit peu comme ça. Et par contre, pour la suite de l'anime, ce qui arrive à Prouchka, moi j'ai trouvé. Alors, c'est impactant, mais le fait qu'on ne le voit pas directement, j'ai trouvé ça un peu moins impactant que cet échange entre Legu et Nanachi, malgré ce qui se passe ensuite pour elle. Et du coup, on apprend comment sont fabriqués les sifflets blancs, qui sont un peu les cartes d'identité des maîtres, enfin des maîtres de l'abysse, entre guillemets. Vous en avez pensé quoi de ce passage-là? Donc c'est le tome 4-5 et c'est le film, pour ceux qui n'ont pas vu, Julie. Ce film, enfin, ce film et ce moment en particulier, moi, voilà, je suis très bon public, il m'a fait chialer, c'est logique. Mais c'est vrai qu'il a peut-être eu un peu moins d'impact par rapport au fait que
Ouais, en fait, j'ai envie de parler un peu de Bundle, là, je sais pas le dire, on va pas me juger. Mais en gros, ce mec, j'ai l'impression qu'il les aime, ses enfants, tu vois, il les considère un peu comme ses enfants, mais que dans sa tête, leur donner de l'amour, c'est faire ce qu'il fait avec les enfants, genre, c'est c'est horrible. Il faut le dire, Et il là, les viole et après il les transforme, très enfin, clairement. Enfin, dans tous les cas, c'est horrible. Genre, il, ah, mais je sais pas comment expliquer, mais je pense qu'il a cet amour paternel, par exemple, pour Prouchka, et que, bim, la meuf, c'est devenu une valise, quoi. Enfin, genre, ah mon Dieu, c'était horrible. Moi, ça m'a retourné le cerveau, ça m'a retourné l'estomac, ça c'était pas m'a fait une mal au gourde. cœur. Ouais, une gourde. Je crois que c'est devenu une petite gourde, ouais. Thomas, Enfin, voilà. t'en penses quoi de ce petit arc-là? Ben, moi, je te jure que cette scène, cet arc, en fait, c'est juste le personnage de Bundle et la connexion qu'il a avec la petite, en fait, c'est vraiment la chose que je trouve le plus intéressant. Eh Et oui. aussi du fait que, par exemple, en fait, la connexion, en fait, que Bundle, même si c'est un taré, hein, c'est vraiment le psychopathe, vraiment sans filtre. Mais le fait qu'il y a aussi ce côté, il pense à la famille, il dit des bonnes choses, par contre. Pour lui, la famille, c'est vraiment un truc sans lien de sang. En soi, on peut pas dire le contraire. C'est moi, il a peut-être même raison. Mais juste le côté taré qui revient, il est prêt à faire des sacrifices. Ça montre bien à quel point c'est un personnage qui est déter, en fait. C'est vraiment la détermination à l'état pur, en fait. Et qu'il est prêt à faire de grands sacrifices. Et c'est pour ça que cette scène, je la trouve, dans le film, en fait, ce qui est impactant, c'est plus le personnage de Bundle, mais pas vraiment la scène avec Krushka, je trouve. Alors que la scène avec Nanachi et Mitty était plus impactante émotionnellement. Mais en termes, par exemple, si tu analyses le personnage, je trouve que Bundle, c'est beaucoup plus intéressant. D'ailleurs, en parlant de Nanachi et Mitty, et pour en revenir à est-ce que Made in Abyss est trop cruel, si vous ne regardez que l'anime, la saison qui arrive là dans la ville d'Ilbru, on a un retour de Mitty. Et je sais pas ce que vous en avez pensé, mais moi j'avais à peine fait le deuil de Mitty qu'elle revient sous forme de du coup du désir incarné par la ville par rapport à Nanachi, et on sait pertinemment qu'elle va redisparaître à ce moment-là quand on la revoit. Et maintenant là avec le tome 9, on a à nouveau la séparation. Et moi je trouve cette deuxième séparation, quand ça va arriver en anime, je pense que ça va signer la fin de ma carrière. Enfin, je vais pas pouvoir survivre à ça, je suis désolé, mais la première fois, c'était déjà compliqué, mais la deuxième, Julie, je sais pas ce que t'en penses? Et je trouve que c'est typiquement l'auteur de, de nous faire vivre quelque chose d'horrible. On fait son deuil, et bam, tu te le reprends dans la gueule, tu te rattaches à ce personnage, tu as tous ces souvenirs qui reviennent, et bim, bah voilà, il te le renlève une seconde fois. Et je trouve ça, mais à la fois horrible, mais en même temps, bah c'est l'œuvre, quoi. Genre, je sais pas comment expliquer, mais c'est incroyable, je trouve. Thomas? Ben, moi, dès que j'ai vu Mitty revenir, directement méfiance. Tu te dis, oula, Nanachi qui est là à côté, tu sais que ça va mal finir. Ça, j'étais un peu content. En même temps, je savais que derrière, l'auteur, il avait prévu un truc pour me faire pleurer. Du coup, dans tous les tomes, je savais que ça allait mal finir. Du coup, j'étais triste, mais pas autant la dernière fois parce qu'on me l'a fait pas deux fois. Je savais que ça allait mal finir. Alors du coup, vraiment, le pire, je pense, c'est vraiment Nanachi à la fin. Quand elle discute une dernière fois avec elle, qui dit, on va se revoir, t'inquiète pas. Ça, je pense, c'était ça en animé, je vais pas tenir, mais on va voir. Avant de conclure le podcast, du coup, on compare beaucoup le manga et l'anime depuis tout à l'heure, parce qu'il faut savoir que l'anime est exceptionnel. Je pense que je me prononce pas trop. Enfin, le fait de le dire, c'est pas trop en faire. L'anime est vraiment exceptionnel. Julie, est-ce que tu peux nous parler très rapidement de l'anime et de qu'est-ce qui en fait concrètement une masterclass, quoi? Avec plaisir. Déjà, je trouve que l'animé, ouais, il complète parfaitement le manga. Genre, Kevin Pékin, il me semble que c'est ça son nom, qui a Ouais. fait les OST, qui fait un travail de dingue. Les OST, l'animation, parce que toutes ces couleurs vives qui te font penser à un monde merveilleux et qui, en fait, quand tu connais l'histoire, bah, ça ne l'est pas tant que ça.
ce travail sur les couleurs, sur la musique, sur l'expression des personnages et tout. Et je trouve que c'est un travail exceptionnel et qu'ils ont fait un travail monstre, mais incroyable. Et que si vous devez connaître une œuvre, bah, commencez Made in Abyss, quoi. Thomas, au niveau de l'anime? Bah, comme elle a dit, les OST, incroyable, hein, clairement. Je crois que c'est l'anime avec les OST préférés. Et sous les backgrounds, incroyables aussi, le détail, tout ça. Apparemment, c'est des gens qui ont travaillé chez Ghibli qui les ont fait. Du coup, je pense que c'est normal pourquoi ils sont si jolis. Et juste aussi, ce qui m'a personnellement conquis, l'anime m'a conquis en 5 minutes. Hein. Avant même qu'il y ait le générique du début, j'étais déjà conquis. C'est juste le travail, les coupes, juste comment tout est raconté de façon, juste avec les mouvements de caméra, en fait, juste incroyable, je trouve. J'ai l'impression que Kinemax se sont dit, on va faire un animé, on va faire le mieux qu'on peut. C'est une des meilleures productions que j'ai vues pour l'instant depuis 2015. Vraiment, c'est l'animé, je pense, il y a plus de passion que j'ai senti, en fait, en regardant l'animé. C'est vraiment de remplir, c'est pas juste une adaptation pour dire, on a fait un animé, on fait de la pub. Non, c'est vraiment, on va vraiment faire une œuvre qui, en animé elle-même, raconte beaucoup de choses. Même sans avoir lu le manga, tu peux comprendre l'œuvre et je trouve que c'est incroyable. Pour rebondir sur les backgrounds, effectivement, c'est des gens de chez Ghibli qui l'ont fait. Il faut savoir que contrairement à beaucoup de backgrounds d'animés maintenant, qui sont en gros, ils ont des banques de données, si tu veux, et ils font de la photocomposition pour créer les fonds de la plupart des animés de maintenant. C'est pour ça qu'on retrouve toujours les mêmes toits de lycée, les mêmes rues, etc. Bon, En fait, ils se basent beaucoup sur ça. Sauf que là, pour le cas de Made in Abyss, ce sont des artistes qui ont peint, en fait, qui ont créé les backgrounds eux-mêmes, qui ont passé du temps à tout peindre eux-mêmes. D'ailleurs, le background de mon ordinateur c'est derrière la maison de Nanachi. Vous voyez l'espèce de pré qu'il y a avec les petites fleurs blanches et les arbres avec le lierre là et Ouais. la rivière qui passe. Ce plan-là, il est magnifique et quand on sait qu'il a été peint à la main exprès pour l'anime, ça rend encore plus profond, je trouve, le sens et le détail qu'il y a là-dedans. Et moi, un autre truc que j'ai beaucoup aimé dans l'anime, c'est que ça prend le temps. Malgré le fait qu'il se passe beaucoup de choses, les moments tristes, les moments impactants, les moments forts, même quand c'est du bonheur, la plupart du temps dans les animes, c'est les seiyuu surjouent un peu. On a une grosse musique, on a beaucoup de larmes, beaucoup de cris. Je pense notamment à One Piece, Naruto, qui vraiment ça chiale quoi. Enfin, je veux dire, c'est ouais. criard, ça c'est tout aussi impactant. Hein. Mais là, Made in Abyss, tout passe par la musique et l'ambiance en fait. Il n'y a pas beaucoup de gros pleurs ou de moments un peu plus forts que les autres. Mais en gros, t'as un très grand plan séquence où tu vas avoir la musique qui va se lancer doucement, le décor qui se met en place, et en fait, ça prend vraiment le temps de poser l'émotion. Et ça, je trouve ça magnifique. Enfin, pour le coup, même juste la découverte des nouveaux biomes, enfin des nouveaux paliers, je trouve ça magnifique le moment où ils arrivent. Je crois que avant d'aller chez Bondold, quand ils partent avec Nanachi, qui quittent la demeure de Nanachi. Je sais pas si quand ils sortent de l'arbre là, et qu'on voit au fond la cabane et qu'elle se retourne une dernière fois, Ouais. Oui, je trouve ce moment particulièrement beau parce qu'en soi c'est pas vraiment triste parce que rien ne nous dit qu'ils vont pas y retourner plus tard. Mais c'est lent, c'est posé, c'est bien fait, bien écrit et c'est vrai que ce moment-là était vraiment impec. Et foncez écouter comme on dit Julie et Thomas, les OST sont magnifiques. C'est un très très gros travail que Kevin Penkin a fait là-dessus. D'ailleurs, c'est celui qui a fait la musique de la série Dark Crystal de Netflix, qui a fait la musique de Rising of Shield Hero et la musique de non, Tower of God, je crois, l'anime, si je dis, ouais, ça aussi. si je dis pas de conneries. Et qui a fait la musique récemment d'un des épisodes de Star Wars Vision, qui est, d'après les sondages, un des épisodes préférés des gens qui ont vu Star Wars Vision, notamment grâce à la musique. Donc voilà, c'est un très très bon point par rapport à ça. Je pense qu'on va pouvoir conclure ce podcast en un dernier tour de table, même si on n'est pas autour d'une table. Est-ce que vous avez des points positifs, des points négatifs et un petit conseil pour ceux qui hésiteraient encore à se lancer dans Made in Abyss ou à se relancer, à re-regarder Made in Abyss? On va commencer par toi, Thomas. Faut que je donne des points positifs déjà, les OST.
Ça, je pense que c'est l'aspect que je trouve le plus important. L'animation, juste l'adaptation incroyable. Pour tous ceux qui aiment, vraiment, c'est un des meilleurs animés, genre aventure fantasy, clairement. Il n'y a pas de mieux. Et pour ce qui est du manga, vraiment aussi, je conseille énormément, hein, bien sûr. Point négatif, pour l'instant, je n'ai pas vraiment, à part pour le manga, à part les jaquettes, il n'y a pas vraiment de point négatif qui me saute aux yeux directement. Vraiment, c'est une valeur sûre, hein, clairement. Toi, Julie? Bah pareil, hein, je trouve que effectivement, c'est une valeur sûre. Vraiment, comment conclure sans dire regardez ou lisez Made in Abyss ou même faites les deux en fait. C'est une œuvre vraiment géniale. Je pense qu'il faut la voir, faut la vivre, faut avoir mal avec nous. Soyez aussi déprimés que nous, il n'y a pas de problème. Et enfin, en fait, point positif, point négatif, je saurais pas dire. Juste vivez l'œuvre et trouvez vos points négatifs et positifs par vous-même. Ouais, ça, c'est une bonne conclusion, ça. Moi, léger point négatif, je pense, c'est vraiment très malsain. On l'a déjà dit beaucoup de fois avant. C'est très cruel. Si c'est quelque chose qui vous touche personnellement et auquel vous n'avez pas envie d'être affecté, c'est-à-dire que si vous êtes adepte des séries assez positives, des slice of life ou même des Ouais. isekai où tout se passe un peu bien, ou tout ce qui est Gotobun, enfin, quintessentiel quintuplé, girlfriend, ce genre de choses, et que vous n'aimez pas tout ce qui est un peu plus dur, ça peut rebuter. C'est assez compliqué de conseiller ça à des gens qui vont pas. Enfin, c'est dur, quoi. Faut vraiment s'attendre à se manger le mur en pleine poire. Mais si ça vous fait pas peur, il y a très peu de points négatifs, franchement, à l'anime, au manga. Moi, je conseillerais quand même de commencer par l'anime, parce que plus Oui, rapide, moi. un peu moins cher, parce que le manga, je crois que c'est 8,99 € le tome, donc c'est quand même, même si les tomes sont assez gros et assez qualitatifs, ça reste un petit investissement. Mais commencez par l'anime. Vous pouvez le trouver sur Wakanim, sur Crunchyroll, je pense qu'ils y sont aussi, mais Wakanim c'est 5 € je crois, ou sinon vous prenez une semaine d'essai gratuit, vous tapez les 13 épisodes et le film, et ensuite vous allez sur les réseaux, vous nous dites ce que vous en avez pensé, et nous on sera très contents. D'ailleurs, si certains d'entre vous ont commencé Made in Abyss grâce à ce podcast, n'hésitez pas à nous faire ce retour, ça fera toujours plaisir. Pour conclure, est-ce que vous avez tous les deux un petit réseau où vous voulez qu'on vous retrouve, ou pas du tout, Julie? D'abord, je veux dire que le premier épisode est disponible sur YouTube, donc ça peut vous donner envie. Et ensuite, vous pouvez venir me suivre sur TikTok et Instagram. Mon nom, c'est Juju Parle Manga. Et toi, Thomas, pardon. Alors moi, perso, j'ai un compte TikTok et Insta, mais bon, Insta, ça ne commençait. Alors sur TikTok, moi, c'est Topimou, c'est ça que tu écris, mais c'est vraiment juste Topimou. C'est mes initiales, en fait. Je suis tout actif sur TikTok en ce moment. Dans tous les cas, vos deux liens, enfin vos deux pseudos seront dans la description, que ça soit sur Spotify, sur Deezer, sur iTunes, sur YouTube, sur Google Podcast, et je sais plus trop où je diffuse autre. Mais en tout cas, vous serez partout tagués. Donc pour ceux qui sont intéressés par les deux chroniqueurs, vous pouvez les retrouver sur les réseaux sociaux. Je crois que Julie parle énormément de Full Metal et de Made in Abyss. Donc si vous aimez Full Oui. Metal et Made in Abyss, c'est le moment. Et toi, Thomas, est-ce que tu as un genre un peu de prédilection que tu parles beaucoup sur les réseaux? Alors moi, perso, j'aime bien conseiller des œuvres, en fait, parce que première chose que j'ai remarqué sur TikTok, c'est que ça parle tout le temps des mêmes choses. Alors ça, j'essaie tout le temps de faire découvrir d'autres genres, en fait. Et aussi, d'ailleurs, petit truc, avant, j'ai bientôt sorti une vidéo où j'analyse le premier épisode de Main Abyss. Voilà, ça, si c'est intéressé, vous verrez. Eh bien, je mettrai ça en lien à la fin de la vidéo, comme ça ils pourront directement aller voir. En tout cas, merci d'avoir suivi ce podcast. N'hésitez pas à nous suivre sur tous les réseaux sociaux, hein. On en fera d'autres. Et voilà, tout simplement. Moi, je vous dis à la prochaine. Ciao.